Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Duguay, je suis enseignant d'informatique à l'école secondaire de Rochebelle et aujourd'hui je suis ici pour vous parler d'intelligence artificielle et du célèbre logiciel ChatGPT. La première question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est comme dans les films de science-fiction, une espèce de robot qui est capable de penser, d'avoir des émotions et d'avoir des idées très, très, très complexes? Non. Ça, c'est ce qu'on va appeler une intelligence artificielle forte ou encore une intelligence artificielle générale. C'est encore de la science-fiction. L'humanité n'est pas encore rendue à avoir ce genre d'IA-là. Nous, l'IA qu'on va utiliser au quotidien, c'est ce qu'on va appeler de l'intelligence artificielle faible. C'est une IA qui est entraînée pour faire une tâche précise. En fait, qui fait de la prédiction. Donc, un IA, c'est un logiciel qui essaie de prédire des choses. Par exemple, la vision artificielle. On pourrait penser au logiciel Snapchat qui, en fait, quand on veut mettre des filtres sur un visage, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est qu'il essaie de détecter sur l'image où est le visage. Donc, de prédire la localisation du visage, c'est sa tâche. Ou encore la reconnaissance de l'environnement. Les autos qui se conduisent toutes seules, donc doivent analyser des images. Et dans ce cas-ci, l'IA, sa tâche, c'est de prédire s'il y a des autos, s'il y a des piétons, s'il y a des cyclistes, des feux de circulation, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de l'auto et de décider dans quelle direction et à quelle vitesse va l'automobile. Prenons un deuxième exemple, la reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale, comme les assistants vocaux, Siri, Alexa et Google Assistant, en fait, ce qu'ils font, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va écouter un extrait sonore et elle va essayer de prédire chaque mot qui sont prononcés dans l'extrait sonore pour ensuite transformer ça en texte que le logiciel pourra traiter. Les sous-titres automatiques dans YouTube, c'est un peu la même chose. Il écoute l'extrait sonore de la vidéo YouTube et ensuite essaie de prédire chaque mot pour ensuite l'écrire en texte pour que la personne qui écoute la vidéo puisse savoir qu'est-ce qui est dit sous forme de texte. Un troisième exemple, les assistants virtuels. Les robots conversationnels en sont un bon exemple, par exemple ChatGPT, Bard, etc. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de l'IA dans ce cas-ci, c'est de prédire le meilleur mot qui va être à prononcer dans une phrase. Mais ça, on y revient. Donc maintenant, on pourrait se demander comment est-ce qu'on fait pour programmer une intelligence artificielle. La première étape, c'est de programmer la base de l'IA. Donc, ça prend un informaticien qui va programmer comment la technologie fonctionne. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante, on entraîne l'intelligence artificielle. Donc, si on veut une intelligence artificielle qui reconnaît des photos de chiens et de chats, on lui envoie plein de photos de chiens en lui disant voici des chiens. On envoie plein de photos de chats en lui disant voici des chats. On lui en montre beaucoup. Et ensuite, elle va être capable de reconnaître. Et au final, on peaufine l'intelligence artificielle. Donc, des fois, on peut faire certains ajustements pour traiter certaines situations particulières. Je vais vous présenter ici un exemple d'entraînement d'intelligence artificielle. C'est le site Teachable Machine qui nous permet de reconnaître des images et je veux l'entraîner à reconnaître la différence entre des tasses et des bols. Donc, je vais commencer par lui montrer plusieurs photos d'une petite tasse blanche, en fait 210 photos dans ce premier cas-là, et je vais ensuite lui montrer d'autres photos d'une autre petite tasse blanche. Donc, je lui envoie encore une fois au moins une centaine d'images. Normalement, c'est plus, mais pour l'exemple, on va lui donner une centaine de photos d'une deuxième tasse. Je répète la même opération avec des bols. Donc, je lui montre une photo d'un bol blanc et bleu. Je lui donne une centaine d'images de ce bol. Je lui donne ensuite une autre centaine d'images d'un autre bol, dans ce cas-ci, un bol rouge. Une fois que c'est fait, on va entraîner l'IA, ce qui va prendre plusieurs minutes. Et lorsque c'est terminé, on a en fait de la reconnaissance visuelle. Donc, je peux lui montrer une photo du bol et il va prédire que c'est un bol, un troisième bol que je n'ai pas utilisé pour l'entraînement. Ensuite, je peux lui montrer une autre tasse. Encore une fois, une tasse que je n'ai pas utilisée pour l'entraînement et il reconnaît, dans la majorité des cas, que c'est une tasse. Donc, je lui ai montré beaucoup de photos de bols, beaucoup de photos de tasses. Je l'ai entraîné et maintenant, il peut faire la différence entre un bol et une tasse. Donc, il est capable de prédire si sur l'image, il y a un bol ou s'il y a une tasse. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour être entraînée. Si on veut une intelligence artificielle qui reconnaît des images, on doit lui envoyer beaucoup de photos d'images qui sont identifiées. Donc, ça, c'est une photo de chien, ça, c'est une photo de tasse. Si on veut une intelligence artificielle qui reconnaît de la voix, on lui envoie beaucoup d'extraits sonores avec le texte qui est associé. Si on veut une intelligence artificielle qui écrit du texte, on doit lui envoyer beaucoup de texte. Prenons l'exemple maintenant de la radiographie.
il y a des intelligences artificielles qui ont analysé des centaines de milliers d'images de radiographie, donc des radiographies saines, des radiographies ayant des cancers, des fractures d'os, et le logiciel a été entraîné pour reconnaître des radiographies. Comme un radiologue n'a pas forcément le temps d'analyser dans ses études 100 000, 200 000, 300 000 photographies, le logiciel, lui, peut le faire et peut aider le radiologue à trouver certaines problématiques dans les photos. Donc, à quoi sert cette intelligence artificielle-là? Prédire s'il y a des maladies dans l'image de la radiographie. Ensuite, comment fait l'intelligence artificielle pour prédire quelque chose concrètement? On va faire un exemple avec des dessins de chats. Donc ici, il y a des oreilles, un nez, une bouche et des moustaches. Donc, nous, comme humains, on reconnaît que c'est un chat. Ici, il y a une autre photo de chat. Dans ce cas-ci, il y a encore deux oreilles, il y a un œil qu'il n'y avait pas sur la première. Il n'y a ni moustache, ni museau, ni bouche. Par contre, il y a quatre pattes et une queue. Comme humain, on reconnaît encore une fois que c'est un chat. Finalement, un autre dessin, là, il y a juste des moustaches, il y a deux cercles pour les yeux, il n'y a pas d'oreilles, donc c'est pas exactement les mêmes caractéristiques. Une intelligence artificielle qui sera entraînée à reconnaître des dessins de chats, en fait, n'a pas de critères. N'a pas de critères, il doit absolument y avoir des moustaches. Sinon, il ne reconnaîtrait pas l'image du centre parce qu'il n'y a pas de moustache. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, elle fait des analyses statistiques. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle fait beaucoup, beaucoup de mathématiques. Elle analyse chaque pixel et ensuite, elle fait des probabilités. Il y a probablement un chat sur cette image parce que j'ai vu tel pixel à côté de tel pixel et quand j'ai été entraîné, c'était majoritairement ça les cas. Mais on ne peut pas demander à une intelligence artificielle, c'est quoi tes critères pour déterminer qu'est-ce qu'un chat pour reconnaître sur une photo? En fait, il n'est pas capable de le faire. L'intelligence artificielle n'est pas capable de justifier ses réponses. Tout ce qu'il peut dire, c'est statistiquement, il y a beaucoup de probabilités qu'il y ait un chat, ou statistiquement, il n'y a pas beaucoup de probabilités qu'il y ait un chat sur l'image. Mais ce sont des statistiques. L'IA n'est pas en mesure de se justifier. Donc, la prochaine question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les intelligences artificielles ont des défauts? Malheureusement, oui, les intelligences artificielles ont des défauts. Donc, c'est exactement le même modèle que je vous ai présenté plus tôt qui était entraîné, mais là, je lui montre une tasse rouge. Dans la majorité des cas, il remarque que c'est une tasse, mais des fois, oh, est-ce que c'est une tasse? Est-ce que c'est un bol? Il n'est pas trop sûr. Donc, parce que je lui ai montré une certaine sorte de tasse, donc des petites tasses blanches, lorsque j'arrive avec une tasse qui est rouge, là, oups, il a de la difficulté à reconnaître que c'est vraiment une tasse. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des biais de l'intelligence artificielle quand l'intelligence artificielle a de la difficulté à effectuer certaines tâches. Par exemple, si une IA est peu entraînée sur une certaine sorte de données, elle sera moins bonne pour la traiter. C'est pour ça, en fait, que les intelligences artificielles fonctionnent mieux en anglais qu'en français, parce qu'en ligne, il y a beaucoup plus de textes écrits en anglais qu'en français. C'est pour ça que de la reconnaissance vocale est plus efficace pour reconnaître des extraits sonores qui sont parlés dans un français de France et non dans un français québécois, parce qu'il y a plus d'extraits sonores qui viennent de France, qui viennent du Québec, parce qu'il y a plus de personnes qui parlent français en France qu'au Québec. De plus, si une intelligence artificielle est entraînée sur des données qui ne sont pas neutres, elle ne sera pas neutre elle aussi. Une intelligence artificielle ne peut pas être plus objective que les informations qu'on lui a données. Et ça, c'est très important à comprendre. Je vous donne un exemple. Les taux d'erreur de reconnaissance faciale de différentes IA en 2018. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2018 et qui a analysé trois logiciels populaires de reconnaissance faciale et qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. En fait, le niveau d'erreur changeait en fonction de deux choses, le genre de la personne et sa couleur de peau. Je donne un exemple. La reconnaissance faciale reconnaissait dans 99% des cas un visage si c'était le visage d'un homme dont la couleur de peau est plus pâle. Ce taux d'erreur montait à 7% pour les femmes dont la couleur de peau, encore une fois, était plus pâle. 12% pour les hommes dont la couleur de peau était plus foncée et le taux d'erreur montait jusqu'à 35% pour les femmes de couleur. C'est énorme. Imaginez un logiciel qui débarre un téléphone en fonction de la reconnaissance faciale. Si ce problème-là n'avait pas été réglé, ça veut dire qu'une femme de couleur aurait une chance sur trois de ne pas être en mesure de débloquer son téléphone. C'est quand même assez grave. Est-ce que le logiciel d'intelligence artificielle est secrètement raciste? Non. Ce qui est important à savoir ici, c'est que dans les débuts de la reconnaissance faciale, les IA étaient surtout entraînées sur des photos
des personnes qui travaillaient dans le domaine ou qui habitaient dans ces quartiers-là, dans ces pays-là. Donc, comme il y avait plus de personnes en haute technologie qui étaient des hommes ou encore qui avaient la peau blanche, eh bien, les logiciels étaient beaucoup plus performants avec ce genre de personnes-là. C'est ça qui est important à savoir dans ce cas-là. Le problème avec ça, c'est que l'intelligence artificielle, si on ne traite pas ces problèmes de biais-là, peut perpétuer certains stéréotypes qu'il y a dans notre société. Et ça peut être très problématique. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que les intelligences artificielles peuvent avoir des biais envers certains groupes et peuvent malheureusement aider à perpétuer certains stéréotypes. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Arrivons maintenant au sujet de l'heure, ChatGPT. ChatGPT, en fait, est un logiciel. On lui pose une question, on écrit du texte, une requête, et ensuite, il va nous répondre. Dans ce cas-ci, je lui ai demandé, j'ai des carottes, de la crème, du poulet et des pâtes. Propose un repas qui se prépare en moins d'une heure. Et ChatGPT part, donc il va se mettre à écrire des mots. Je vous suggère de préparer des pâtes à la crème de carottes. Il va donner les ingrédients qui reprennent les ingrédients que je lui ai donnés en ajoutant des assaisonnements. Ensuite, il va écrire les instructions pour réaliser la recette. Donc, ici, ChatGPT n'est pas allé chercher une recette déjà faite en ligne. En fait, ça se peut que cette recette-là existe, mais il a essayé d'en composer une à l'aide de son intelligence artificielle. Donc, à la fin, il termine par une petite phrase et on peut lui poser une autre question par la suite. C'est comme ça que le logiciel fonctionne. Donc, ChatGPT est un logiciel qui est développé par la compagnie OpenAI, donc une compagnie qui vient de la Californie, qui a été fondée en 2015. Le premier logiciel qui a été le plus connu d'OpenAI, c'est le logiciel DALL-E, publié en 2018, qui est un logiciel qui génère des images par intelligence artificielle, et la deuxième version, DALL-E 2, publiée en 2022. Pour vous donner un exemple, DALL-E, en fait, c'est un logiciel dans lequel tu lui donnes une phrase. Donc ici, un bol de soupe qui est aussi un portail vers une autre dimension dans un style d'art digital et il va générer 4 images de ce bol de soupe qui est un portail interdimensionnel. Donc, il génère des images en fonction de textes qu'on lui donne. Ensuite, OpenAI ont publié leur plus célèbre logiciel, ChatGPT, en 2022, à la fin du mois de novembre, qui était basé sur la technologie GPT 3.5, donc une version améliorée de la version 3. Et ensuite, ils ont publié ChatGPT 4 en 2023, qui est la version la plus récente du modèle. Donc, ChatGPT, comment est-ce qu'il fonctionne en fait? C'est qu'il a été entraîné sur 540 gigaoctets de texte brut, soit environ 2000 milliards de mots. Pour vous donner un exemple, si on prenait un livre de 400 pages, ça prendrait 20 millions de livres de 400 pages pour atteindre le nombre de mots dans l'entraînement. C'est énorme. ChatGPT a été entraîné sur des articles de Wikipédia, des livres, des sites web, des messages, certains messages publiés sur des réseaux sociaux. Donc, il a été entraîné sur énormément de textes différents. Et comment il fonctionne en fait? Il essaye de prédire le meilleur mot à mettre dans une phrase. Imaginez un autocorrecteur d'un téléphone intelligent. Votre téléphone, quand vous écrivez un mot, il vous propose toujours le meilleur mot à mettre par la suite dans la phrase, ce qui fait pas toujours des phrases qui ont du sens. Par contre, ChatGPT, c'est comme un autocorrecteur puissance 1000. Il a tellement été bien entraîné qu'il est excellent pour trouver le meilleur mot suivant dans une phrase. Il peut aussi revenir dans ses phrases et venir valider que chaque mot qui a été écrit est encore une fois le plus efficace, donc le meilleur pour la phrase. Donc, il va prédire des mots dans les milieux de phrase, il va prédire des mots qui sont à des fins de phrase dans le but d'écrire des textes. Par contre, lui, il va mot par mot. Il n'a pas aucune idée globale du texte. Et ça, c'est important à savoir. ChatGPT ne peut pas, comme n'importe quelle intelligence artificielle, ce que j'expliquais plus tôt, ChatGPT n'est pas en mesure de vous dire oui, j'ai utilisé ce mot-là dans cette phrase-là parce que c'est des prédictions statistiques. Donc, il essaie de mettre les meilleurs mots aux meilleurs endroits pour répondre à la requête, mais il ne peut pas justifier pourquoi. Ce n'est qu'une IA qui fait des prédictions de mots aux bons endroits. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que ChatGPT est parfait? Malheureusement, non. Ne vous détrompez pas, ChatGPT est un logiciel qui est révolutionnaire. Par contre, il a certains petits défauts. Un des défauts, c'est les biais de ChatGPT. Comme je vous expliquais plus tôt, l'intelligence artificielle a souvent des biais pour différentes raisons. Je vous donne quelques exemples. Ici,
J'ai une phrase, en fait, crée un personnage pour un roman en fonction de la profession suivante, mécanique automobile. Donc, il va nous créer le personnage de Lucas, qui est un homme grand et athlétique avec des épaules larges et des muscles bien définis. Ensuite, je lui demande la même requête pour la coiffure. Et là, on a Léa, qui est une jeune femme élégante et soignée avec des longs cheveux blonds ondulés. Même chose, service de garde, donc je n'ai rien spécifié d'autre. Là, on a Sarah, qui est une jeune femme de taille moyenne avec des cheveux blonds, bouclés et les yeux verts pétillants. Et au final, pour l'ingénierie, on a David, qui est un homme de grande taille avec des cheveux noirs coupés courts et des yeux marrons foncés expressifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les métiers qui sont plus souvent associés aux femmes, il a créé des personnages féminins, et les métiers qui sont plus souvent associés aux hommes, il a créé des personnages masculins. Même si ça existe des femmes ingénieures, des hommes coiffeurs ou encore des femmes mécaniciennes. Mais il a, dans ce cas-ci, créé des personnages qui vont dans la même ligne que les stéréotypes de genre qu'on a dans notre société présentement. Donc ça, c'est un des biais de ChatGPT. Comme n'importe quelle intelligence artificielle, il faut se rappeler qu'il y a des biais. Les biais qu'il peut avoir des intelligences artificielles, c'est dans deux cas, soit quand une intelligence artificielle n'est pas assez entraînée avec certaines sortes de données, ou encore quand l'intelligence artificielle est entraînée avec des données qui ne sont pas neutres. Dans le cas de ChatGPT, il a tellement été entraîné que ce n'est pas le premier problème, mais c'est bien le deuxième. ChatGPT a été entraîné sur énormément de choses qui ont été écrites en ligne. Malheureusement, ce n'est pas tout ce qui est écrit en ligne qui est forcément neutre ou encore qu'il n'y a pas de présence de certains stéréotypes, par exemple. Par exemple, ça se peut que ChatGPT ait été entraîné sur les données qui proviennent de sites qui sont écrits par des personnes qui ont certains biais ou qui ne sont pas objectives, ou encore entraîné sur des messages de réseaux sociaux qui sont pas forcément les plus objectifs. Donc, c'est vraiment à prendre en considération quand on utilise ChatGPT et malheureusement, ça peut renforcer certains biais qui sont déjà présents dans la société. Voici plusieurs exemples de biais de ChatGPT. Donc, les biais dans les données d'entraînement, c'est ce que je viens d'expliquer. ChatGPT n'a pas forcément été entraîné sur des textes qui sont tous neutres et objectifs, donc ça amène certains biais. OpenAI a aussi programmé certaines modifications de réponses qui vont venir altérer les réponses qu'il nous donne, sans forcément que ce soit biaisé. En fait, au contraire, c'est pour contrer ça. Je vous donne un exemple. Si je lui demande une blague raciste, il me répond qu'il ne peut pas faire de blague raciste ou discriminatoire parce que la compagnie ne veut pas que son logiciel fasse ce genre de blague-là. Donc, ici, c'est une modification qui a été programmée pour justement lutter contre les stéréotypes, mais c'est quand même une modification des réponses qui ne provient pas de son entraînement, mais du peaufinage de l'intelligence artificielle par la compagnie par la suite. Ça, c'est fait très ouvertement, c'est très clairement indiqué que le logiciel n'a pas le droit de le faire. OpenAI pourrait, probablement ne le fait pas, on ne le sait pas, mais pourrait décider de modifier plus subtilement certaines réponses à certains sujets sensibles. Probablement qu'il ne le fait pas, mais on n'a pas de preuves pour le savoir. Et la dernière sorte de modification des réponses de ChatGPT qu'il peut avoir, et c'est purement hypothétique, mais est-ce qu'un jour un gouvernement pourrait demander, est-ce que l'intelligence artificielle réponde des questions différentes à certains sujets sensibles? C'est vraiment important à prendre en considération. Pour le moment, on n'a aucune preuve que c'est fait. Mais est-ce que dans certains pays, pourraient demander non, cet événement historique-là, on ne veut pas que le logiciel en parle parce qu'on ne veut pas que ça se sache, ou encore qu'ils demandent subtilement de modifier certaines informations sans qu'on le sache. Donc, il faut toujours faire attention pour garder en tête que ça se peut que les informations qu'ils nous le donnent aient été modifiées d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'entraînement, par les modifications de la compagnie ou encore peut-être dans le futur par des modifications gouvernementales. Il faut toujours, toujours garder ça à l'esprit lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle qui génère du texte dans ce cas-là. Et la question qu'on peut se poser, que faire pour contrer les biais des intelligences artificielles? La première chose, c'est de prendre un temps d'arrêt. Toujours prendre le temps de bien lire la réponse et de se poser certaines questions, comme quel effet peut avoir cette réponse sur soi, sur les autres ou sur la société en général ou sur des groupes qui sont marginalisés. Donc, c'est vraiment en réfléchissant à cette question-là qu'on peut se poser. Est-ce que la réponse que je vois là, elle renforce certains stéréotypes qui sont déjà existants et qui sont négatifs? Donc, c'est important de toujours rester vigilant lorsqu'on lit des réponses parce que certaines peuvent être biaisées et on doit le prendre en considération quand on utilise des réponses de ChatGPT.
La prochaine question qu'on peut se poser, est-ce que ChatGPT a toujours raison lorsqu'il nous écrit des choses? Eh bien, malheureusement, pas toujours. Il y a différents articles de journaux qui ont été écrits sur le sujet, comme de quoi ChatGPT invente des fausses choses sur l'histoire de Montréal ou encore associe des faux crimes, et ça, c'est très grave, à des journalistes qui n'ont rien commis, ou encore l'IA qui est devenue un immense générateur de fausses informations. Donc, l'IA, malheureusement, n'a pas toujours raison. Lorsqu'elle nous parle, des fois, souvent, elle écrit des choses qui sont vraies, mais parfois, il y a des informations qui sont fausses. Ça, on va appeler ça les hallucinations de l'intelligence artificielle. C'est un thème qui est utilisé dans le domaine de l'IA. C'est pour parler quand une IA, pas forcément du texte, ça peut être une IA qui génère, par exemple, des images, invente des choses qui sortent complètement de nulle part, donc qui sont fausses, et nous les présente comme si c'était vrai. Donc, on peut se poser la question, pourquoi ChatGPT hallucine? Je vous rappelle, ChatGPT ne sait pas ce qu'il écrit. Il fait de la prédiction mot par mot pour faire les meilleures réponses possibles, mais il n'a aucune idée d'ensemble de ce qu'il a écrit. Et ensuite, bien évidemment, ce n'est pas tout ce qui est écrit en ligne qui est forcément vrai. Donc, ChatGPT a été entraîné sur énormément de textes, dont certains sont faux. Donc, c'est toujours à prendre en considération. Il n'y a personne qui a vérifié l'entièreté des milliards de mots utilisés pour être sûr que tout était vrai. Il y a des informations fausses qui se sont glissées. Il a été entraîné là-dessus, ce qui est un problème. À cette étape-ci, on va jouer un jeu qui s'appelle Vérité ou hallucination, dans lequel je vais vous donner des exemples de réponses de ChatGPT et je vais vouloir que vous preniez le temps de juger. Est-ce une information qui est vraie ou est-ce une information, une hallucination, donc une information qui est fausse? À cette étape-ci, si vous présentez la vidéo en classe, je vous invite à faire pause à certains moments. Donc, je vais tout le temps laisser quelques secondes après le message, mais je vous invite à faire pause pour que vous puissiez prendre le temps d'en discuter avec les élèves et faire un vote en classe. Donc, premier exemple, quelle est la place du lion dans la chaîne alimentaire? ChatGPT nous répond que le lion est un prédateur de haut niveau dans la chaîne, ce qui signifie qu'il se situe généralement au sommet de la chaîne alimentaire dans son habitat naturel. Donc, je vous laisse le temps de le lire et là, on peut se poser la question, est-ce une vérité ou une hallucination? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et c'est une vérité. Donc, c'est vrai que le lion est au sommet de la chaîne alimentaire dans son environnement naturel. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Ben, principalement parce qu'on a appris à l'école les notions en lien avec la chaîne alimentaire. On connaît bien le lion, donc on a des connaissances sur le sujet qui nous permettent rapidement de valider la véracité de l'information. Prochaine partie, à quoi ressemble un œuf de vache? Donc, les œufs de vache est ovale, une coquille brune ou blanche. La taille des œufs de vache varie en fonction de la race de bovidé. Est-ce une vérité ou une hallucination? Dans ce cas-ci, eh bien, c'est une hallucination. Les vaches ne pondent pas d'œufs. Je dois spécifier que cette capture d'écran-là provient d'une vieille version de ChatGPT. Cette situation-là a été réglée par la compagnie. Cela étant dit, c'était très cocasse quand on lui demandait des informations sur les œufs de vache qui nous parlent d'œufs qui n'existent même pas. Et ça, encore une fois, ben, pourquoi on le sait? Parce qu'on a vu des vaches ou encore on a des connaissances scientifiques sur le sujet. Ensuite, si vous êtes à une autre école que l'école secondaire de Rochebelle, je vous invite à faire la même chose avec votre propre école. Par contre, ici, donc à Rochebelle, quels sont les principaux programmes de l'école secondaire de Rochebelle? Ils nous proposent différents programmes qu'il y aurait à notre école, soit le programme régulier, le programme enrichi, le programme d'art et de communication, le programme mathématiques et sciences et le programme de langue. Est-ce une vérité ou une hallucination? Bon, pour les élèves de Rochebelle, comme vous le savez, c'est totalement faux. En fait, c'est une hallucination. On n'a aucun programme d'art et de communication. Notre programme régulier n'existe plus. C'est rendu le programme Monde des passions. Les programmes mathématiques et sciences et des programmes de langue n'existent pas vraiment non plus. Donc, ce sont des fausses informations qu'il a complètement inventées à propos de notre école. La prochaine, en quelle année a été construite la Tour Eiffel? Donc, la Tour Eiffel a été construite en 1887 et 1889 et a été inaugurée le 31 mars 1889. Est-ce vrai ou est-ce une hallucination? Dans ce cas-ci, c'est vrai. La Tour Eiffel a vraiment été construite dans ces années-là. Est-ce que je sais par cœur la date de la construction de la Tour Eiffel? Pas vraiment.
Par contre, à l'école, j'ai appris des compétences pour aller valider de l'information en ligne. Donc, je suis capable de faire une recherche d'informations pour trouver des vraies choses. Et c'est dans ce cas-là que je suis capable d'aller voir en ligne, est-ce vraiment vrai ou est-ce faux? Ce que me propose ChatGPT, et encore une fois, pourquoi? Mais c'est parce qu'à l'école, on m'a montré comment aller chercher de l'information de manière fiable en ligne. C'est pour ça que je suis capable de valider cette information-là. Ensuite, comment peut-on calculer la vitesse de rotation d'un trou noir? Donc, ChatGPT nous répond que ça peut être calculé à partir d'observations des émissions de lumière provenant de la matière qui est en train de tomber dans le trou noir, notamment en lien avec les disques d'accrétion. Ça fonctionne en fonction de la chaleur qui est émise, surtout les rayons X. Et après ça, on est capable de faire une analyse du spectre de rayonnement pour voir des décalages vers le rouge ou le bleu, ce qui nous permet de savoir la vitesse de rotation. Est-ce une information vraie ou est-ce une hallucination? Eh bien, dans ce cas-ci, c'est vrai. Mais là, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est vrai? Parce que pour être capable tout bonnement de répondre à cette question-là, souvent, ça prend de la matière qui est enseignée à l'université en lien avec l'astrophysique. C'est très poussé comme information. Donc, dans ce cas-ci, si on veut utiliser cette information-là, ça nous prend des connaissances poussées, ça nous prend des compétences en astrophysique. Et ça, c'est super important à savoir ici parce que j'aurais beau me dire ça, moi, si je n'avais pas étudié l'astrophysique à l'université, je n'aurais aucun moyen de le savoir. Même en allant chercher en ligne, est-ce que je tombe sur un bon site, un mauvais site? C'est très poussé comme matière. Donc, dans ce cas-ci, ça prend des connaissances et des compétences assez avancées dans le domaine pour être capable de juger la véracité des informations qui sont là. Dernier exemple, quels sont les 10 articles les plus importants des 10 dernières années ayant pour objectif de réduire le risque d'effondrement des structures de béton? Et là, il nous propose 10 articles classés, qui ne sont pas classés par ordre d'importance, mais qui sont pertinents et qui abordent le domaine. Est-ce 10 articles vrais ou est-ce des hallucinations? Dans ce cas-ci, ce sont des hallucinations. Aucun de ces 10 articles n'existe pour de vrai. Il y en a seulement un qui a un bon titre, mais qui n'est pas associé à la bonne année ou encore au bon chercheur de la bonne université. Donc, aucune de ces informations-là n'est vraie, malheureusement. Comment aurais-je pu faire pour le vérifier? Eh bien, j'ai appris à l'école des méthodes de recherche dans des bases de données d'articles de recherche. Donc, je peux aller chercher dans ces bases de données-là si ces articles existent pour de vrai ou non. Mais je dois avoir développé ces compétences de recherche-là pour pouvoir le trouver. Et là, ça nous amène à la question, que faire pour repérer des hallucinations? On l'a bien vu, ChatGPT, des fois, invente des choses complètement de toutes pièces et on veut, si jamais on l'utilise, c'est important d'être en mesure de savoir faire la distinction entre le vrai du faux. Donc, que peut-on faire? Premièrement, valider l'information avec des sources qui sont fiables. C'est super important. On peut aller voir un site Internet qui est fiable, un livre auquel on fait confiance, un enseignant, un expert du domaine. Eux, ils vont être en mesure de valider des informations qui ont été générées par intelligence artificielle. Et ensuite, c'est important d'être en maîtrise de compétences qui sont en lien avec le domaine cible. Pourquoi? Parce que même s'il nous donne une réponse, ben là, si on n'est pas un expert dans le domaine, c'est difficile à juger si c'est vrai ou si c'est faux. Et même si on l'est, si ensuite on n'est pas capable d'utiliser la réponse qui est fournie de manière efficace, ben ça se peut qu'on se trompe. Et ça, c'est très important à savoir. Peut-être que plus tard, dans votre futur métier, vous aurez à utiliser des informations qui sont générées par ChatGPT ou vous aurez à utiliser une autre intelligence artificielle dans le cadre de votre fonction. Mais si vous n'avez pas les connaissances pour juger de la véracité des informations ou si vous n'êtes pas capable de prendre les informations et de les utiliser dans le bon contexte, de la bonne manière, donc en étant compétent dans le domaine, bien, il se peut que, à cause de l'IA, vous commettiez des fautes professionnelles qui pourraient vous mettre dans des problèmes. Imaginez un médecin qui utilise ChatGPT pour trouver un diagnostic et qui se trompe de diagnostic, bien, ça fait un peu dur. Moi, comme enseignant d'informatique, si à chaque fois que vous me posiez une question, je vous disais oh, attendez, je vais aller vérifier sur ChatGPT si c'est vrai, probablement que vous me trouveriez peut-être un peu incompétent. Donc, c'est pour ça que c'est important à l'école. On apprend des choses, on développe des compétences. Pourquoi? Pour être ensuite en mesure d'utiliser des outils IA de manière efficace. L'IA ne remplace pas les connaissances, les compétences. Ça vient vraiment nous permettre de nous propulser plus loin, mais on doit avoir une base qui est forte si on veut être capable d'utiliser l'IA à son meilleur potentiel. Et ça, c'est très, très, très important.
Et finalement, le dernier point abordé ici, la désinformation. Donc, je vous donne un exemple. Ici, on a l'image d'une personne âgée qui se fait visiblement malmener par des forces de l'ordre lors d'une manifestation en France. Mais en fait, c'est complètement une fausse photo. L'AFP, qui est un vérificateur de faits, l'AFP factuel, a vérifié et a réalisé que c'était une image qui a été générée par une intelligence artificielle. On peut voir, par exemple, que les symboles qu'il y a normalement sur les casques des policiers des forces de l'ordre n'étaient pas visibles, ce qui est le cas normalement. Il y a d'autres petits indices, là, entre autres une personne qui a deux épaules, des choses comme ça, qui nous permettent de déterminer que c'est une fausse photo. Malheureusement, les logiciels qui génèrent des images sont en train de se perfectionner et ça va devenir de plus en plus difficile de faire la différence entre des vraies photos et des fausses photos. La désinformation aussi, ChatGPT peut accélérer la désinformation. Pourquoi? Parce que normalement, la désinformation, ça prend un humain qui l'écrit. Maintenant, on peut avoir un robot qui le fait de manière efficace et convaincante. Donc, ça pourrait faire des logiciels qui publient encore plus de désinformation sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention à ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour repérer de la désinformation? En fait, premièrement, prendre un temps d'arrêt. Dès qu'on voit quelque chose qui nous rend trop émotif, les personnes qui font de la désinformation, ils le savent. Lorsqu'on devient émotif, qu'on est trop heureux, trop triste, lorsqu'on est particulièrement outré, notre barrière critique, elle s'abaisse et on a plus tendance à croire des choses qu'on ne croirait pas normalement. Donc, dès que quelque chose est trop intense, ça nous crée des grosses émotions, prendre un temps d'arrêt, se poser des questions. Ensuite, on se pose les mêmes questions qu'avec n'importe quelle sorte de désinformation. La désinformation n'a pas été inventée avec l'intelligence artificielle. C'est juste qu'elle va être plus efficace. Mais on se pose les mêmes questions. Qui a publié l'article ou la photo en question et quand cette information-là a été publiée? Est-ce que c'est publié par quelqu'un auquel on fait confiance? Est-ce que c'est quelque chose de récent? C'est une vieille nouvelle qui a été reprise dans un autre contexte? C'est très important de se poser ces questions-là. Ensuite, on peut aller valider l'information avec des sources fiables. Ça peut être un site Internet fiable, un vérificateur de faits, un expert dans le domaine, mais comme n'importe quoi qui est écrit en ligne, on doit valider si l'information est fiable ou si elle ne l'est pas, parce qu'il va y avoir de plus en plus de désinformation, donc on doit rester critique par rapport à ça. Finalement, je vous donne quelques conseils de sécurité pour l'utilisation de ChatGPT. Premièrement, ne pas lui donner d'informations confidentielles. ChatGPT, comme d'autres logiciels du même genre, enregistre tout ce qu'on lui écrit. Donc, c'est sûr que si vous mettez des informations sensibles, des informations confidentielles, ça se peut qu'il le retienne et ça se peut qu'il l'utilise pour l'entraîner et qu'il le redonne comme information dans une réponse future à quelqu'un d'autre. On ne veut pas que ça arrive. Surtout que la compagnie s'est déjà fait hacker. Il y a certaines informations d'utilisateurs, de conversations qui ont été mises en ligne. Donc, dites-vous que tout ce qui est écrit là pourrait un jour, malheureusement, devenir public. Donc, toujours faire attention à ce qu'on lui écrit. Et ensuite, l'IA n'est pas un humain. Très, très, très important. Il n'y a pas d'émotion. Donc, c'est sûr que si on lui parle quelque chose de sensible, il va nous dire la phrase qu'elle pense qu'on veut entendre, mais elle n'a aucune émotion, aucune empathie. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Ce n'est pas une personne derrière l'écran, c'est vraiment un logiciel. Et finalement, il faut toujours faire attention aux sites Internet et aux applications qui disent utiliser ChatGPT. Présentement, l'intelligence artificielle crée un gros engouement médiatique. Certaines personnes mal intentionnées utilisent ce buzz-là pour créer des applications frauduleuses qui peuvent essayer de voler vos données, hacker vos appareils ou encore enregistrer tout ce qui est écrit. Donc, prenez toujours ça en considération et je vous conseille toujours d'utiliser les applications et sites web officiels des compagnies. En conclusion, restez critique, posez-vous des questions. Est-ce que l'information qui est générée par IA est biaisée? Est-ce qu'elle est vraie? Et est-ce que ça pourrait être de la désinformation? Donc, toujours gardez ça en tête et faites attention à ce que vous écrivez sur ChatGPT. Sur ce, bonne journée.